Nous poursuivons le chapitre 4 et abordons les interférences à ondes multiples par division du front d'onde. Nous allons commencer par donner la définition d'un réseau optique et voir comment il peut être réalisé. Puis nous étudierons le principe physique mis en jeu et les domaines d'application de ce phénomène. Enfin, nous ferons la démonstration de la relation fondamentale des réseaux à l'aide d'une théorie simplifiée. Nous avons déjà étudié le phénomène d'interférence mis en jeu par deux fentes fines parallèles et identiques qui constituent un dispositif interférentiel à deux ondes par division du front d'onde, étudié par Thomas Young en 1801. Un tel dispositif, lorsqu'il est éclairé par une lumière monochromatique, donne des franges rectilignes, alternativement brillantes et sombres. Nous allons maintenant nous intéresser au réseau de fentes. On retiendra la définition suivante pour un réseau. C'est un motif périodique, ici des fentes identiques, parallèles et équidistantes, qui diffractent une onde incidente. Les caractéristiques d'un réseau sont la grandeur petit a, qui est la distance entre deux fentes, ou encore appelée le pas d'un réseau, donc exprimé en mètres. Il faut savoir qu'un constructeur indiquera plutôt l'inverse de petit a, qui est le nombre de traits par unité de longueur. Il sera donc exprimé en mètre moins 1, plus couramment en nombre de traits par millimètre, donc en millimètre moins 1. Deuxième caractéristique, la longueur totale du réseau. Et troisième caractéristique, le nombre total de fentes qui le constituent. Un exemple de réseau utilisé au lycée couramment comporte 500 traits par millimètre. Il faut savoir que les premiers réseaux, constitués de plusieurs fentes parallèles équidistantes, ont été construits par Young et Fraunhofer au début du XIXe siècle et ont été réalisés à l'aide d'une pointe de diamant qui trace des traits sur une lame de verre. Chacun de ces traits se comporte comme des bandes opaques et les parties entre les traits comme des fentes. Plus tard, ces traits sont faits sur une couche mince d'aluminium déposée par évaporation sur une lame de verre. Ces réseaux très coûteux peuvent être répliqués en déposant une pellicule de gélatine que l'on détache et que l'on fixe sur une lame de verre. Quels sont les phénomènes mis en jeu? On considère un réseau constitué de grand N fentes identiques. Ce réseau est éclairé par un faisceau de lumière parallèle, c'est-à-dire une source unique située à l'infini ou au foyer objet d'une lentille convergente. Chaque fente diffracte la lumière et se comporte comme une source secondaire. Dans une direction donnée, par exemple θ, ces grandes N ondes, qui sont issues d'une même source, sont cohérentes entre elles et vont donc pouvoir interférer à l'infini ou dans le plan focal image d'une lentille convergente. Cette figure utilise le fait que le rayon passant par le centre de la lentille n'est pas dévié. Un réseau est donc un système interférentiel à grand N ondes par division du front d'onde. Quelles observations expérimentales peut-on faire? Je vous propose une animation que vous trouverez sur le site de l'Université du Mans. Cette animation propose une source monochromatique, rouge par exemple, qui éclaire un réseau qui comporte 600 traits par millimètre. Pour simplifier l'observation, je règle l'incidence sur le réseau à 0 degré, ou encore appelée incidence normale. On observe une déviation du faisceau incident dans des directions particulières, symétriques par rapport au prolongement du rayon incident. Donc une déviation ici de 23 degrés ou 51,3 degrés et moins 23 degrés et moins 51,3 degrés. Si on modifie la longueur d'onde en choisissant une source bleue, par exemple, on observe que les déviations sont différentes. Au lieu de 23 et moins 23 pour les premiers rayons, on observera une déviation de 15,1 degrés et moins 15,1 degrés. Enfin, si on choisit une source polychromatique, par exemple une lampe au mercure, on obtient alors plusieurs spectres, donc du bleu au rouge, premier spectre, un autre du bleu au rouge, deuxième spectre, et de même symétriquement.
à noter, et on le verra en exercice d'application, qu'il peut y avoir un recouvrement des spectres à partir de l'ordre 2 et 3. On notera également que la couleur bleue est moins déviée que le rouge, quel que soit l'ordre. Ainsi, une source monochromatique donne plusieurs raies symétriques par rapport à une raie centrale. Une source polychromatique donne plusieurs spectres, la couleur la moins déviée étant le violet, la plus déviée le rouge, ce qui est le contraire avec un prisme. On peut remarquer aussi que plus on s'écarte de la raie centrale et plus le spectre est large, ou encore plus le réseau disperse la lumière. C'est ce phénomène de dispersion de la lumière qui se produit lorsqu'on éclaire un CD ou un DVD dont la surface est constituée de sillons qui diffractent la lumière. Cette surface apparaît alors colorée différemment selon l'orientation du disque. Finalement, un réseau a le même rôle qu'un prisme, mais les phénomènes physiques mis en jeu ne sont pas les mêmes. Le prisme dévie différemment les différentes longueurs d'onde selon les lois de la réfraction de Descartes, car l'indice du matériau transparent, petit n, qui le constitue, dépend de la longueur d'onde. Le réseau, lui, dévie différemment les différentes longueurs d'onde par interférence des ondes multiples diffractées par les fentes. Un réseau, comme un prisme, est ainsi utilisé pour analyser la lumière d'une étoile et mesurer des longueurs d'onde. Il constitue un élément essentiel des spectromètres et spectroscopes. Il est aussi un élément essentiel des monochromateurs. Un monochromateur est un dispositif utilisé en optique pour sélectionner une gamme la plus étroite possible de longueurs d'onde à partir d'un faisceau lumineux de gamme de longueur d'onde plus large. Une autre application est le spectrophotomètre qui mesure l'absorbance d'une solution pour une longueur d'onde choisie et qui est lui-même constitué d'un monochromateur permettant de sélectionner et de faire varier la longueur d'onde d'étude. Après avoir défini un réseau optique et présenté les phénomènes mis en jeu, les observations expérimentales ainsi que les applications, nous abordons maintenant l'aspect théorique pour démontrer la relation fondamentale des réseaux en se limitant à une théorie élémentaire, qui est moins large que la théorie de la diffraction. Autrement dit, on utilise bien sûr le fait que chaque fente diffracte la lumière, mais on n'utilise pas la théorie de la diffraction, qui sera présentée dans un chapitre ultérieur. La démonstration qui va suivre est à savoir-faire. Pour établir la relation fondamentale des réseaux, nous considérons un réseau par transmission, dont deux fentes consécutives sont distantes de petit a, le pas du réseau, éclairées par un faisceau parallèle monochromatique de longueur d'onde lambda sous une incidence petit i, angle entre le rayon incident et la normale au réseau. Nous allons tout d'abord exprimer la différence de chemin optique entre deux rayons consécutifs. Puis, nous écrirons la condition d'interférence constructive entre ces deux rayons, ce qui nous conduira à la relation fondamentale des réseaux en transmission. Pour le faisceau incident comme pour le faisceau diffracté, d'après le théorème de Malus, les surfaces d'onde sont des plans perpendiculaires aux rayons. Je rappelle qu'une surface d'onde ou surface équiphase est l'ensemble des points tels que le chemin optique depuis la source est constant. Ainsi, on a représenté en pointillé rouge les surfaces d'onde HI des rayons incidents et JK des rayons diffractés, ce qui fait apparaître une différence de chemin optique entre les rayons incidents égale à HJ et entre les rayons diffractés égale à IK. Ainsi, la différence de chemin optique entre deux rayons consécutifs s'écrit delta égale à IK moins JH, puis nous utilisons les formules de trigonométrie dans les triangles rectangles IJK et IJH qui nous permettent d'écrire dans IJH sinus I
cet angle I se retrouvant ici, égale à côté opposé JH sur hypoténuse petit a, donc JH égale petit a fois sinus I, et dans le triangle rectangle en K, nous retrouvons l'angle I' ici, de telle sorte que sinus I' égale côté opposé IK sur hypoténuse IJ ou encore petit a. D'où IK égale petit a fois sinus I'. Nous revenons à l'expression de delta, la différence de chemin optique, et nous obtenons que c'est égal à petit a que multiplie sinus I' moins sinus I. Ces deux rayons, issus d'une même source monochromatique, peuvent interférer. Ils donneront des interférences constructives, c'est-à-dire un maximum d'intensité lumineuse, s'ils présentent un déphasage multiple de 2π, ou si delta, la différence de chemin optique, est un nombre entier de fois la longueur d'onde. Delta, ce qui s'écrit delta, égale k fois lambda, avec k entier relatif. De proche en proche, tous les rayons diffractés dans cette direction seront aussi en phase à un multiple de 2π près et donneront ainsi des interférences à grand N ondes s'il y a grand N fentes éclairées. Pour établir la relation fondamentale des réseaux en transmission, on écrit donc que la différence de chemin optique delta, qui vaut A fois sinus I' moins sinus I, est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde, condition d'interférence constructive, ce qui devient petit a facteur de sinus I' moins sinus I égale k lambda, ou encore, en exprimant petit a, le pas du réseau, comme étant égal à 1 sur n, sinus I' moins sinus I égale nk lambda. Nous allons maintenant discuter sur cette relation fondamentale des réseaux en transmission et la mettre en relation avec les observations expérimentales. Lorsque k égale 0, sinus I' égale sinus I, soit I égale I'. On obtient donc, dans le prolongement du faisceau incident, des interférences constructives, et cela, quelle que soit la longueur d'onde. Ainsi, avec une source de lumière blanche polychromatique, on observe une raie centrale blanche. Pour k différent de 0, petit n étant le nombre de traits par millimètre fixés pour un réseau donné, I étant fixé, la valeur de l'angle I' dépend de la longueur d'onde. Le réseau disperse la lumière. Cette position dépend aussi de la valeur de k. À chaque valeur de k correspond un spectre appelé spectre d'ordre k. Nous allons maintenant plus rapidement établir la relation fondamentale des réseaux pour un réseau en réflexion, qui est en pratique davantage utilisé, par exemple, dans un monochromateur. Un réseau par réflexion est constitué de zones réfléchissantes, séparées par une distance petit a, le pas du réseau. Nous considérons donc un réseau par réflexion éclairé par un faisceau parallèle monochromatique de longueur d'onde lambda sous une incidence petit i, angle entre le rayon incident et la normale au réseau. On s'intéresse au faisceau diffracté à l'infini dans la direction I', angle entre le rayon diffracté et la normale au réseau. Pour établir la relation fondamentale des réseaux en réflexion, nous allons tout d'abord exprimer la différence de chemin optique entre deux rayons consécutifs, puis établir la condition d'interférence constructive entre ces deux rayons. La différence de chemin optique s'exprime en considérant les surfaces d'onde représentées sur le schéma en pointillés rouges. Pour les rayons incidents, la différence de chemin optique est la distance IK. Pour les rayons diffractés, elle vaut IH. Ainsi, la différence de chemin optique entre deux rayons consécutifs, delta, est égale à IK plus IH. IK est égal à petit a fois sinus I, et IH est égal à petit a fois sinus I', soit delta égale petit a, facteur de sinus I plus sinus I'.
la condition d'interférence constructive entre deux rayons consécutifs est delta égale k fois lambda, avec k entier relatif. On en déduit la relation fondamentale des réseaux en réflexion, petit a fois sinus i plus sinus i prime égale k lambda, ou sinus i plus sinus i prime égale nk lambda.